Bienvenue dans la deuxième partie des deux présentations sur le coude. Dans cette vidéo, nous commencerons par examiner la fracture de défense, ou nightstick fracture. Nous verrons ensuite les fractures luxation de l'avant-bras de type Monteggia et Galeazzi, avant de consacrer le reste de la séance aux fractures pédiatriques. Une fracture de défense, ou nightstick fracture, du nom des matraques utilisées par les policiers américains, est une fracture isolée de l'ulna. On l'appelle fracture de défense en référence aux personnes qui, lorsqu'elles étaient poursuivies par le policier du quartier, levaient les bras pour se protéger lorsque ce dernier s'apprêtait à les frapper avec sa matraque. Ce geste défensif se traduisait par une fracture isolée de l'ulna. Il est important de noter que l'articulation radio-ulnaire distale est intacte. Il n'y a pas de luxation ou de subluxation. Si la fracture de l'ulna était très déplacée, il en résulterait probablement une lésion de cette articulation radio-ulnaire distale. Il faut retenir que les fractures de l'ulna ne sont généralement que très légèrement déplacées, voire même, dans certains cas, pas du tout déplacées. Lorsque nous parlons de fracture des os longs, nous divisons la diaphyse, donc la longue partie tubulaire, en trois tiers, le tiers proximal, moyen et distal. Nous pouvons donc voir ici que la fracture concerne le tiers distal de la diaphyse ulnaire. Une fois que la diaphyse commence à s'évaser, c'est la métaphyse. Lorsque vous descendez dans les parties distales des os longs, vous pouvez commencer à être assez spécifique en ce qui concerne les emplacements des fractures. Il est important, lorsque vous analysez des fractures en regard de points de repère osseux spécifiques, d'utiliser la terminologie précise pour décrire la localisation anatomique. Alors que voyons-nous? Une fracture de défense, ou de la diaphyse distale de l'ulna droit, comment? Légèrement déplacée. Pour écrire une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture de défense légèrement déplacée de la diaphyse distale de l'ulna droit. Une fracture luxation de Galeazzi est une fracture du radius distal associée à une luxation de l'articulation radio-ulnaire distale. Pour que l'ulna se luxe, il faut qu'il y ait un déplacement important de la fracture radiale. Nous pouvons voir ici, si nous savons que notre radius est sur la face latérale et l'ulna sur la face médiale, que le fragment distal du radius s'est déplacé latéralement avec un chevauchement marqué des deux fragments de fracture. Nous pouvons également voir la tête de l'ulna qui n'a plus aucun lien avec le radius distal, elle est donc luxée. Examinons maintenant la fracture luxation de Galeazzi depuis l'incidence de profil. Rappelez-vous que nous décrivons toujours les déplacements de fracture en fonction du fragment distal par rapport à la partie proximale. Ici, nous pouvons voir que le fragment de fracture du radius distal présente une angulation antérieure marquée et que la fracture luxation de l'ulna distale s'est déplacée ou luxée vers l'arrière. Alors que voyons-nous? Une fracture luxation de Galeazzi ou de la jonction tiers moyen tiers distal du radius gauche et de l'articulation radio-ulnaire distale. Comment? Avec une angulation antérieure associée à un chevauchement latéral du radius, puis un déplacement postérieur pour la luxation ulnaire. Pour décrire une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture luxation de Galeazzi de l'avant-bras gauche, il y a une fracture avec une angulation antérieure et un chevauchement latéral marqué de la jonction tiers moyen tiers distal du radius gauche, et la tête de l'ulna gauche est luxée en arrière. Le coude pédiatrique peut être très délicat à analyser car les noyaux d'ossification sont nombreux. Il est possible d'utiliser le moyen mnémotechnique CRITO pour se souvenir de l'ordre dans lequel ils apparaissent. Ainsi, C est pour le capitulum, R pour la tête radiale, I pour l'épicondyle interne, T pour la trochlée, O pour l'olecrâne et L pour l'épicondyle latéral. Pour se souvenir de l'âge auquel ils apparaissent, il est facile de retenir qu'ils apparaissent à chaque année impaire, donc le capitulum est à 1 an, la tête radiale à 3 ans, et ainsi de suite. En général, ils ont tendance à se fusionner entre 13 et 16 ans, mais cela dépend à la fois du sexe et de l'âge auquel l'enfant a atteint la puberté. La chose la plus importante à retenir est que la trochlée n'apparaît jamais avant l'épicondyle interne. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant. Voici des clichés réalisés sur un enfant de 11 ans avec une légende représentant les noyaux d'ossification. Sur l'incidence de profil, le capitulum se superpose à la trochlée et le E, donc l'épicondyle externe,
est également superposé sur les os adjacents. L'épicondyle latéral, ou externe, l'olécrane et la trochlée sont fréquemment multifragmentés. C'est normal et cet aspect ne doit pas être interprété comme pathologique. L'épicondyle médial, ou interne, est d'aspect lisse et arrondi et se superpose à l'humérus. A l'inverse, l'épicondyle latéral, ou externe, est projeté loin de l'humérus et, dans certains cas, en raison de la divergence du rayon, il peut sembler assez éloigné de l'humérus. Cela ne doit pas être interprété à tort comme une lésion. Pour résumer simplement, l'épicondyle médial se superpose à l'humérus alors que l'épicondyle latéral, non. Sur cette vue latérale d'un coude pédiatrique, il est possible de visualiser les crêtes supracondyliennes. Elles s'assemblent pour former la fosse, donc la fosse olécranienne en arrière et la fosse coronoïde en avant. La fosse olécranienne permet à l'olécrane de s'y loger lorsque le coude est en extension complète. Inversement, lorsque le coude est en flexion complète, l'apophyse coronoïde peut s'insérer dans la fosse coronoïde. Nous pouvons voir le coussinet adipeux antérieur comme une petite ligne triangulaire foncée physiologique juste en avant de l'humérus antérieur. Souvenez-vous que le coussinet adipeux postérieur se trouve dans la fosse olécranienne et il est donc invisible. Notez que les sillons supracondyliens, en se rapprochant pour former les fosses olécraniennes et coronoïdes, peuvent être apparentés à la forme d'un sablier. La chose importante à comprendre dans le cas d'une fracture supracondylienne, c'est qu'elle implique toujours la fosse. Ainsi, dans le cas d'un coude pédiatrique, il faut prêter une attention particulière à la taille du sablier, car il y est fréquent d'y voir une fracture, ou si le sablier est non physiologique, altéré, c'est un indice qui peut vous orienter vers une lésion supracondylienne sous-jacente. Les fractures supracondyliennes se déplacent vers l'arrière. Nous utilisons donc la ligne humérale antérieure pour évaluer ce déplacement postérieur. Une ligne humérale antérieure normale est une ligne qui est tracée le long de la corticale antérieure de l'humérus distal et qui coupe en deux le capitulum par le tiers moyen. Si vous avez une fracture supracondylienne déplacée postérieurement, la ligne humérale antérieure finira par couper en deux le capitulum, mais par le tiers proximal. Dans les cas de fracture supracondylienne très déplacée, elle peut même apparaître en avant du capitulum. La seule situation où son utilisation n'est pas très précise, c'est chez les très jeunes enfants, lorsque l'ossification du capitulum n'est pas suffisante pour pouvoir évaluer correctement la ligne humérale antérieure. La ligne capitello-radiale nous aide à évaluer la relation de la tête radiale avec le capitulum. L'axe du col du radius doit passer par le centre du capitulum, sur les clichés de face et de profil, quel que soit le degré de flexion du coude. Si ce n'est pas le cas, pensez à la luxation de la tête radiale ou à la fracture-luxation de Monteggia. La ligne capitello-radiale ne doit être tracée qu'à partir du col radial. Ces exemples ne sont d'ailleurs pas tous corrects. Par exemple, sur la photo A, on peut voir qu'il existe un angle entre le col radial et la diaphyse. Donc si vous tracez une ligne à partir de la diaphyse du radius, il est possible d'obtenir une impression de luxation, mais qui sera biaisée. Ainsi, lorsque vous tracez votre ligne capitello-radiale, elle doit partir du milieu du col du radius, puis remonter à travers la tête radiale et couper en deux le capitulum. Ce n'est pas toujours précis chez les très jeunes enfants, comme nous pouvons le voir sur l'image D. La ligne est beaucoup trop longue et ne coupe pas le radius en son milieu, ce qui est donc inexact. Les photos A, B et C montrent des lignes capitulo-radiales avec une relation normale. Une fracture-luxation de Monteggia est une fracture de l'ulna proximale avec une luxation du radius associé. Ce patient a été radiographié de telle sorte que son articulation du coude soit en position latérale, tandis que son poignet est en position postéro-antérieure. Prenons le temps de nous orienter correctement. Au niveau du coude, le radius sera antérieur et l'ulna postérieur, tandis qu'au niveau du poignet, le radius sera en position latérale et l'ulna en position médiale. Regardons de plus près. Rappelez-vous que nous utilisons la ligne capitello-radiale pour évaluer la relation de la tête radiale avec le capitulum. Alors traçons cette ligne. Souvenez-vous que la ligne doit être tracée à partir du point médian du col radial
et doit couper en deux le point médian de la tête du radius, puis passer par le capitulum. Nous voyons clairement que la ligne capitulo-radiale n'est pas proche du capitulum et qu'il y a une luxation de la tête radiale. Maintenant, regardons de plus près la fracture. Nous décrivons toujours le fragment distal par rapport au fragment proximal. Nous pouvons donc voir que l'ulna s'est déplacé à la fois médialement et postérieurement, avec une angulation marquée. Alors que voyons-nous? Une fracture-luxation de Monteggia, où, à la jonction des tiers proximal et moyen de l'ulna pour la fracture, et de la tête radiale pour la luxation. Comment? Avec un déplacement postéro-médial avec chevauchement de l'ulna pour la fracture et luxation antérieure de la tête radiale. Pour décrire une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture-luxation de Monteggia de l'avant-bras droit. Il existe une fracture avec déplacement postéro-médial et chevauchement marqué de la diaphyse de l'ulna droit à la jonction tiers moyen tiers proximal. La tête radiale droite est luxée antérieurement. Examinons maintenant les fractures supracondyliennes, qui sont les fractures les plus courantes du coude en pédiatrie. Elles coupent toujours en deux l'olecrâne et la fosse coronoïde, comme ici avec cette ligne transversale coupant en deux la région supracondylienne. Examinons maintenant l'incidence de profil. Rappelez-vous que nous utilisons la ligne humérale antérieure pour évaluer le déplacement. Donc, si nous traçons cette ligne, qui longe la corticale antérieure de l'humérus distal, elle devrait couper en deux le capitulum par le tiers moyen. Ici, nous pouvons voir que la ligne passe par le tiers proximal du capitulum, donc nous savons qu'il doit y avoir une fracture supracondylienne avec un déplacement postérieur. Rappelez-vous que nous avons parlé de la forme en sablier des crêtes supracondyliennes qui descendent pour former la fosse, et nous pouvons voir une petite ligne qui passe par cette région en rouge. Nous devons également nous rappeler de regarder les tissus mous. Ici, nous pouvons voir que nous avons un épanchement important de l'articulation du coude avec un déplacement marqué du coussinet adipeux postérieur, où l'épanchement articulaire a forcé le coussinet adipeux à être poussé hors de la fosse olecrânienne pour être visualisé, en bleu en arrière de l'humérus. Nous pouvons également voir un coussinet adipeux antérieur, assez haut situé, très petit mais toujours significatif. Nous avons donc des signes positifs à l'analyse des tissus mous, une ligne humérale antérieure anormale, et nous pouvons visualiser la ligne claire passant par la région supracondylienne, indiquant que nous avons une fracture supracondylienne. Alors que voyons-nous? Une fracture transverse, ou de la région supracondylienne de l'humérus droit. Comment? Avec un léger déplacement postérieur. Pour écrire une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture supracondylienne de l'humérus distal droit avec un léger déplacement postérieur. Les fractures de l'épicondyle latéral sont les deuxièmes fractures les plus fréquentes du coude en pédiatrie. Il est important de se rappeler que lorsque nous regardons un coude pédiatrique, nous voyons cette structure cartilagineuse non ossifiée et nous pourrions être amenés à penser qu'il s'agit simplement de tissu mou. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une fracture de l'épicondyle latéral, elle est parfois incomplète et ne présente qu'une toute petite ligne de fracture sur le bord latéral, alors qu'elle peut parfois s'étendre jusqu'à la surface articulaire de la région cartilagineuse non ossifiée. Dans ce cas, il s'agit d'une blessure de type 4 selon la classification de Salter-Harris. Il peut y avoir un déplacement important du foyer de fracture et, dans certains cas, une rotation complète. Cependant, si vous ne voyez pas la fracture s'étendre jusqu'à la surface articulaire parce qu'elle n'est pas ossifiée, vous ne pouvez pas conclure à une lésion Salter-Harris de type 4. Sur cette image, nous pouvons voir une ligne claire traversant l'épicondyle latéral. Il est important de se souvenir du moyen mnémotechnique Crito ou Critol pour s'assurer de ne pas confondre cette image avec un noyau d'ossification secondaire. Ici, nous pouvons clairement démontrer que, puisque la trochlée n'est pas ossifiée, il ne peut s'agir de l'épicondyle latéral et il doit donc s'agir d'une fracture. Alors que voyons-nous? Une fracture ou de l'épicondyle latéral de l'humérus distal droit. Comment? Non déplacé.
Pour écrire une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions: il y a une fracture non déplacée de l'épicondyle latéral de l'humérus distal droit. Ici, nous avons une autre fracture de l'épicondyle latéral. Nous pouvons voir qu'il y a un œdème important des tissus mous ainsi qu'une fracture à travers l'épicondyle latéral. Il est important de noter que la capitulum est toujours alignée avec l'épicondyle latéral fracturé et que, par conséquent, toute cette partie s'est fragmentée et a été déplacée latéralement. Comme nous avons repéré le déplacement, nous pouvons dire que cette fracture de l'épicondyle latéral s'étend à travers le cartilage non ossifié jusqu'à la surface articulaire, formant ainsi une fracture de Salteraris de type 4. Rappelez-vous qu'une fracture de Salteraris de type 4 est une fracture qui s'étend à travers la métaphyse, la physe et l'épiphyse. Quoi, c'est une fracture Salteraris de type 4 ou de l'épicondyle latéral de l'humérus droit? Comment? Avec un déplacement latéral. Pour rédiger une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions: il y a une fracture Salteraris de type 4 de l'épicondyle latéral de l'humérus droit avec un déplacement latéral. Les lésions d'avulsion de l'épicondyle médial sont généralement des lésions de traction causées par une force de valgus, et il est possible de rencontrer plusieurs grades différents. Dans le pire des cas, l'épicondyle médial reste incarcéré dans l'articulation huméro-ulnaire. C'est pourquoi il est si important d'utiliser le crito lorsque vous évaluez l'articulation du coude, car sinon il est possible de confondre l'épicondyle incarcéré avec la trochlée, et cette erreur peut avoir un effet catastrophique sur le patient. En effet, l'épicondyle incarcéré finira par se nécroser et par détruire l'articulation. Examinons l'épicondyle médial sur le cliché de gauche et familiarisez-vous avec son aspect physiologique. N'oubliez pas que l'épicondyle médial est une structure arrondie qui se superpose à l'os hôte adjacent, ici l'humérus. La forme normale est lisse et arrondie. Comparons maintenant avec l'image de droite, où l'on retrouve un épicondyle médial incarcéré. En analysant l'humérus à l'endroit où l'épicondyle devrait se trouver, nous pouvons voir qu'il y a une irrégularité indiquant l'aspect pathologique et que l'épicondyle lisse et arrondi a été avulsé. Vous pouvez également reconnaître l'œdème massif des tissus mous associés à ce traumatisme majeur. Dans cet autre exemple, nous pouvons voir que l'humérus distal a un aspect anguleux et le contour lisse de l'épicondyle médial s'est éloigné de l'humérus distal. Nous pouvons même voir un petit fragment de fracture qui lui est associé. Analysez à nouveau les tissus mous, on y trouve un œdème important. Détail très important, l'épicondyle médial est extracapsulaire, ce qui signifie que vous ne verrez pas réellement d'épanchement dans l'articulation. La recherche des coussinets adipeux antérieurs et postérieurs gonflés sur votre incidence de profil ne vous aidera pas. Alors que voyons-nous? Une fracture avulsion ou de l'épicondyle médial de l'humérus gauche? Comment? Avec une légère rétraction du fragment de fracture. Pour rédiger une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture avulsion de l'épicondyle médial de l'humérus gauche avec une légère rétraction du fragment de fracture. Voici un autre exemple, et ici nous pouvons voir qu'il y a une rétraction beaucoup plus importante de l'épicondyle médial. Regardez une fois de plus l'aspect anguleux de l'humérus adjacent, car la structure arrondie et lisse de l'épicondyle médial ne s'y superpose plus. Nous pouvons également voir un autre petit fragment d'avulsion. L'œdème important des tissus mous indique qu'une lésion importante est sous-jacente ici. Voici un autre exemple de fracture par avulsion de l'épicondyle médial, mais celle-ci est démontrée sur l'incidence de profil. J'ai dit précédemment que les épicondyles médiaux sont extracapsulaires et que, par conséquent, en cas de lésion, ils ne donnent pas nécessairement lieu à un épanchement articulaire. Cependant, dans ce cas, il doit y avoir une rupture de la capsule car nous avons clairement un coussinet adipeux antérieur et postérieur repoussé, représentant le signe de la voile. Il peut être assez difficile de voir un épicondyle médial incarcéré sur la vue de profil. Il est donc important de reconnaître ce que représentent les différentes densités. Si nous regardons attentivement, nous pouvons voir un demi-cercle représentant le capitulum et une zone arrondie de densité supérieure
superposée à la partie inférieure du capitulum. C'est l'épicondyle médial incarcéré, représenté en rouge sur l'image de droite. Sur cette vue unique, nous ne pouvons pas vraiment voir de fracture. Nous devons donc nous assurer de commenter qu'il y a une lésion par avulsion en raison de l'épicondyle médial incarcéré et mentionner également qu'il y a un épanchement articulaire. Si vous avez une fracture très clairement identifiée dans la région intracapsulaire du coude, il n'est pas nécessaire de mentionner l'épanchement articulaire puisque vous avez identifié l'anomalie. Toutes les anomalies de l'articulation du coude ne sont pas visibles lors de la première observation. C'est pourquoi, si vous avez des images osseuses normales mais un épanchement articulaire anormal, vous devez le mentionner car une fracture occulte doit être suspectée. C'est typiquement la situation où je vous demande de classer en 3, probablement pathologique. Alors, de quoi s'agit-il? Une avulsion avec un épanchement articulaire ou l'épicondyle médial de l'humérus gauche, comment? Incarcéré dans l'articulation. Examinons à nouveau une vue antéro-postérieure d'un patient présentant un épicondyle médial incarcéré. Nous avons vu précédemment que l'humérus est anguleux, en vert, et que l'épicondyle arrondi se trouve dans l'articulation huméro-ulnaire, en rouge. Mais regardons l'alignement de l'articulation. Si nous regardons attentivement, nous pouvons voir la trochlée, suivie du capitulum, puis de la surface articulaire de la tête radiale et du processus coronoïde. Ce que nous pouvons voir ici, c'est que nous avons un diastasis de l'articulation huméro-ulnaire, alors que vous avez une largeur normale de l'espace articulaire au niveau de l'articulation huméro-radiale. Ce diastasis signifie qu'il doit y avoir une incarcération qui empêche l'articulation de se refermer normalement. Voyons une autre forme d'épicondyle médial incarcéré. Comme je l'ai dit, si vous avez un épanchement dans l'articulation du coude mais pas de fracture évidente, vous devez toujours suspecter une fracture occulte. Par conséquent, vous n'avez pas besoin d'un examen supplémentaire puisque vous prenez en charge le patient cliniquement comme s'il avait une fracture. Très souvent, lorsqu'ils reviennent pour de nouveaux clichés lors d'une consultation en orthopédie, la fracture devient évidente. Mais nous pouvons voir clairement ici une augmentation arrondie de la densité de l'épicondyle médial incarcéré. Il est donc toujours important, lorsque vous examinez l'articulation du coude, de pouvoir identifier les différentes structures osseuses afin de ne pas négliger, car elles peuvent être assez subtiles. Alors que voyons-nous? Une avulsion ou de l'épicondyle médial de l'humérus distal gauche, comment? Incarcéré dans l'espace articulaire. Pour rédiger une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture par avulsion de l'épicondyle médial de l'humérus gauche avec une incarcération dans l'espace articulaire. Bien qu'elle ne soit pas particulièrement fréquente, il est possible de rencontrer des fractures du col radial chez les enfants, comme ici avec une petite rupture de la corticale. C'est l'aspect classique d'une fracture du col radial en pédiatrie. Ainsi, lorsque vous effectuez votre première incidence, vous devez avoir l'humérus distal au contact de votre récepteur, car la plupart des enfants subissent une fracture supracondylienne, et la deuxième plus courante étant la fracture de l'épicondyle latéral. Si vous pouvez exclure une fracture supracondylienne et une fracture de l'épicondyle latéral, vous devez continuer et faire une deuxième incidence antéro-postérieure avec le radius proximal et l'ulna en contact étroit avec le récepteur afin d'obtenir une bonne visualisation du col radial et de l'ulna proximal. Ainsi, vous serez assuré de ne pas avoir négligé une fracture du col radial moins fréquente. Alors que voyons-nous? Une fracture ou, au niveau du col radial gauche, comment? Légèrement déplacée. Pour écrire une phrase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture transverse légèrement déplacée du col radial gauche. Voici un autre exemple de fracture du col radial que l'on peut caractériser selon la classification de Salter-Harris. Rappelez-vous que le col radial constitue la métaphyse proximale, qu'ensuite nous pouvons voir clairement la physe, et enfin la tête radiale forme l'épiphyse. Avec cette lésion particulière, nous pouvons voir la fracture métaphysaire qui s'étend jusqu'à la physe, donc nous savons qu'il s'agit d'une fracture de type 2 de Salter-Harris. Mais vous avez également un glissement de la physe sur l'os opposé, ce qui signifie donc qu'il doit y avoir une fracture horizontale
traversant la FISE, ce qui est une fracture de type 1 selon la classification Salter-Harris. Cet exemple est donc en fait un exemple de lésion de type Salter-Harris 1-2. Alors que voyons-nous? Une fracture de type Salter-Harris 1-2 où, au niveau du col du radius gauche, comment? Avec un glissement et une angulation latérale sévère. Pour rédiger une phase complète d'évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture de Salter-Harris de type 1-2 du col du radius gauche avec un glissement et une angulation latérale marquée. La blessure de type coude de nourrice se produit chez les enfants de 2 à 5 ans, généralement des suites d'une traction brutale de l'avant-bras. Cliniquement, l'avant-bras est maintenu en semi-pronation. Puisque le ligament annulaire est très lâche et n'adhère pas fermement aux structures osseuses adjacentes, il glisse sur la tête radiale et se retrouve coincé dans l'articulation. On pourrait donc penser qu'il créerait un diastasis au niveau de cette articulation, mais ce ligament est tellement fin qu'il n'en est rien. Ce ligament annulaire revient à sa position initiale lorsque vous mettez l'avant-bras en supination, donc en plaçant simplement le patient en position pour un cliché antéro-postérieur. Vous réduirez la blessure et vous obtiendrez classiquement une apparence normale sur les radiographies.